Jacques Duval est né à Lévis le 21 juin 1934. Il est journaliste, chroniqueur automobile et pilote de course automobile. Dans le monde des médias, il a fait ses débuts en 1952 comme annonceur à la radio CKCV de Québec. Par la suite, il sera entendu sur les ondes de CKVL à Verdun. Il est bien sûr connu comme étant le fondateur du livre Le Guide de l'auto, dont il a été le rédacteur en chef de 1967 à 2003. Bref, j'ai à ma compagnie un homme fort polyvalent, talentueux, peu importe le domaine auquel il touche, mais surtout un vrai passionné d'automobile sous toutes ses formes. Bienvenue, M. Duval. Merci beaucoup, Alain, de tous ces éloges. C'est vraiment trop pour moi. Ça me fait plaisir. On a parlé, tantôt, vous venez d'en parler, cet été au musée. On a consacré une exposition avec vos trophées, avec deux de vos voitures, avec des vidéos, tout ça. Pour nous, les gens du musée, évidemment, c'est très important. Je pense que c'est un beau lien parce qu'on parlait des années 70 à ce moment-là par rapport à Gilles Villeneuve, mais effectivement, vous faites partie de cette époque-là, de cette belle époque. Oui, sans trop me vanter, Alain, je peux dire, je pense que j'ai été à l'origine de la carrière de Gilles Villeneuve, pas au niveau de la gérance ou tout ça. Je n'ai pas eu de rapport très rapproché avec lui, mais il reste que je pense qu'avec l'émission Prenez le volant qu'on a fait pendant 8 ans à Radio-Canada, que ça lui a permis d'apprécier la course automobile, de voir ce que c'était, parce qu'on mettait beaucoup l'accent dans cette émission sur la course automobile. C'est une émission qui a commencé au départ, qui devait être uniquement consacrée à la course. Par la suite, on l'a consacrée moitié à la course et moitié à l'information publique sur l'automobile en général. Mais il reste que je pense que Gilles et sa famille ont eu la possibilité de s'initier à ce sport, de savoir de quoi il retournait, et c'est là que ça lui a donné la passion, comme des milliers et des milliers d'autres Québécois à l'époque. Au cours de votre longue carrière, là, vous avez fait, j'imagine, l'essai d'une quantité incroyable d'automobiles. Avez-vous une petite idée? Oui, j'ai déjà fait le décompte mentalement. Je n'ai pas les preuves absolues, c'est-à-dire que j'avais des calepins dans lesquels je prenais des notes et j'aurais dû les conserver. Mais quand j'ai fait mon petit calcul, ça m'a amené à peu près à 2800 voitures essayées en 50 ans de métier. C'est pas mal de travail. Et parce qu'il y en a eu des plates là-dedans. Là. C'est pas juste des voitures extraordinaires, pas seulement des Ferrari ou des Lamborghini. Il y a eu également des petites Renault, il y a eu des Lada même, il y a eu des Skoda, il y a eu, pour ne pas reprendre la chanson de Robert Charlebois, des Skoda Banane. Et puis, il y a eu beaucoup de cochonneries, mais qu'est-ce que vous voulez? Il fallait faire l'inventaire de toutes les voitures sur le marché à des prix populaires. Alors, je me suis adonné à ça et en général, ça a été une tâche assez agréable, même s'il y a eu des semaines plus creuses que d'autres. Si on revient un petit peu en arrière, la fin des années, les années 50, début des années 60, tout ça, comment survient chez vous, comment arrive chez vous ce goût pour l'automobile, que cette passion-là? Cette passion est née d'une bien drôle de façon, Alain. C'est que je travaillais à CKVL, tu l'as dit tantôt d'ailleurs, comme disc jockey, où j'animais le cimetière du disque, notamment, là et à Télémétropole. C'était une émission qui était très, très crainte de la part des chanteurs et chanteuses populaires parce que chaque semaine, on prenait un disque le plus mauvais et on le foutait au cimetière avec un incinérateur, de la boucane qui sortait. C'était vraiment très spectaculaire et très craint des artistes populaires du moment. Mais cela étant dit, la piqûre m'a été donnée par une visite avec un technicien de CKBL qui s'appelait Claude Gauthier, qui un jour m'avait invité à aller voir des courses à Saint-Eugène. Jusqu'à cette sorte de course qu'il y a là à Saint-Eugène. Je ne savais même pas où c'était. Alors, on m'a informé que c'était près de Rigaud. Et puis, donc, je suis allé avec eux et j'ai assisté à la première course automobile de ma vie. Il y avait là une centaine de coureurs. C'était un vieil aéroport qui avait été transformé en piste de course. Il y avait encore de l'herbe qui poussait à travers l'asphalte. Et puis, mais c'était plutôt sympathique. Et puis, j'ai eu tout de suite la piqûre, l'engouement de la course automobile et ça m'a donné le goût de m'y adonner moi-même. Alors, dès la semaine suivante, je suis allé m'acheter ma première voiture de sport qui était une Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce. Quand on a appris son nom, on parle quasiment déjà italien. Alors, c'est cette voiture-là qui m'a permis de faire mes débuts
Et c'est justement cette visite avec Claude Gauthier, qui en plus connaissait des gens qui avaient un petit garage à Verdun et qui étaient eux aussi des amateurs endurcis de course automobile. Et j'ai fait leur connaissance. Ils m'ont prêté des magazines pour que je puisse me renseigner davantage. En plus, à l'époque, je ne parlais pas anglais. Et le sport automobile au Québec, malheureusement, c'était un sport très anglais à ce moment-là. Je pense qu'on était 2 ou 3 pilotes, parce que par la suite, j'ai commencé à faire de la course. Puis à l'époque, on était deux ou trois. Il y avait Paul Villeneuve, qui n'avait aucune parenté avec Gilles ou Jacques. Il y avait également un bonhomme qui s'appelait Jacques Couture, qui a été très connu et qui a aussi fondé l'école Jim Russell. Et moi-même. On était les 3 seuls Québécois sur une centaine de personnes. Tout se passait en anglais. Je comprenais strictement rien parce que je ne parlais pas anglais à l'époque. Mais mon chum qui m'avait amené, là, Claude Gauthier, lui, parlait très bien anglais. Alors, il me faisait la traduction. Alors, j'allais aux réunions du club avec mon traducteur. C'était assez le fun. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Si vous voulez une anecdote, vous en avez une. Comment ça se passait une saison de course là, dans les années 60? C'était plus accessible, mais quand même, ça devait coûter... Sans préciser comment ça coûtait, là, mais c'était quand même dispendieux par rapport, évidemment, au salaire d'époque. Non, je peux le préciser. Je peux vous dire que ça coûtait aux alentours en autant que tu avais une voiture, puis que tu avais une combinaison de course, un casque, c'était à peu près tout. Et même à ce moment-là, les ceintures de sécurité n'étaient pas encore obligatoires, du moins en Europe. Au Canada, peut-être que ça commençait à l'être. Et c'était un sport très, très ouvert à l'époque. Je me souviens qu'il y avait un pilote américain qui venait courir et qui venait avec une Cobra. Et puis, il était en costume de ville, avec cravate, chemise, et puis son cache helmet. Et il courait comme ça. Alors, c'était un sport à ce niveau-là qui n'était pas très, très contrôlé à l'époque, mais il reste que c'était des bons moments. Et c'est ce qui a donné naissance à ce qu'on connaît maintenant, ce qu'on a connu surtout. Parce que les années 70, à mon avis, ça a été les plus belles années de la course automobile au Québec. On dira ce qu'on voudra, mais il n'y a rien pour arriver avec ça. On a eu beaucoup de plaisir et puis on a connu la plus belle époque, je pense. On parle toujours de la belle époque. Je pense que ça a été la belle époque de la course automobile. Comment Jacques Duval se retrouve-t-il au fil des années dans toutes sortes de courses, avec parfois des super voitures? Évidemment, c'est la passion, c'est les victoires, c'est le désir d'avancer. On a parlé d'argent tantôt. Il faut dire que même à l'époque, ce n'était pas donné non plus parce que quand on parle de 10 000 $ de l'époque à aujourd'hui, évidemment, vous allez consacrer au moins 500 000 $ pour faire une saison de course potable, même pas gagnante. Alors, dans le temps, c'était évidemment moins cher, mais en dollars de l'époque, c'était quand même assez dispendieux. Et je me souviens, moi, que quand on a couru à Daytona Beach en 1971 et qu'on a gagné la catégorie GT, en tout et partout, ça m'a coûté 12 000 $ et on a reçu à peu près l'équivalent en bourse et en prix divers de la part des commanditaires. Mais on n'a pas fait une scène avec ça, là. Alors, c'était un sport où il fallait s'autofinancer ou rester chez soi. C'est quand même une autre époque, mais c'est... Pour répondre plus précisément à ta question, je m'excuse, c'est que comment j'ai réussi, j'avais une réputation comme disc jockey. J'ai travaillé aussi comme maître de cérémonie dans les cabarets. En fait, c'est comme ça que j'ai ramassé mon argent, à faire des numéros de prestidigitation au cabaret, un numéro de voyance et tout ça. Et j'avais tout à ramasser cet argent pour faire mes débuts en course et pour acheter une voiture potable. J'avais acheté la fameuse Alfa Romeo dont j'ai parlé tantôt, qui allait nulle part parce qu'elle était vraiment une voiture de route plus qu'une voiture de course. Alors, comme je me faisais battre par des Porsche, j'ai acheté des Porsche. Et puis, le fait que j'étais connu, donc, ça me permettait plus facilement d'aller voir des commanditaires et d'aller grappiller 2 000 $ ici, 3 000 $ là, pour réussir à faire mes saisons. Le premier commanditaire que j'ai eu, le premier sérieux, c'était M. Muffler, qui a été succédé par G.L. Lebeau. Après ça, on a eu Fram, on a eu Sonoco. Donc, le fait d'être connu, ça a aidé beaucoup à amener de l'eau au moulin. 1971, au volant d'une Porsche, vous devenez le premier Canadien à gagner une course internationale. On parle des 24 heures de Daytona en Floride. Parlez-nous-en un petit peu, c'est en 71. Je n'ai pas la prétention de pouvoir parler de victoire en Grand Prix et de ceci et de cela, mais je pense que c'est quand même un accomplissement ce qu'on a fait à Daytona en 1971, surtout qu'on était juste à côté du puits de Roger Penske, qui lui courait une Ferrari 512, je pense, et avec Mark Donohue et compagnie. Alors, on était vus un peu comme les petits Québécois qui n'avaient pas une scène, qui avaient juste une roulotte puis un petit trailer bien cheap. Et puis, on était un petit peu la risée de la place. Mais on avait une bonne voiture, un bon préparateur, de bons mécaniciens. La voiture était arrivée, je pense, 2 semaines seulement avant la course.
et on l'avait fait préparer à Montréal pour la transporter par la suite par trailer à Daytona Beach. Et puis, on s'est lancé dans l'aventure et il y avait au moins 6 ou 7 voitures identiques à la nôtre qui avaient été achetées au même endroit chez Porsche, parce que Porsche avait fait une petite série de versions GT de la 914-6 et c'est ces versions-là qui ont pu courir et honorer, défendre les couleurs de l'usine parce qu'on a réussi à gagner. Et le deuxième a été également un gars qui était sur une 914-6. On a parlé tantôt et le thème au musée Gilles Villeneuve cette année, c'était les années 70. Durant les années 70, il y a un petit gars de Berthier, là, évidemment, qui est arrivé en course automobile, un certain Gilles Villeneuve. Vous étiez déjà, vous gravitiez déjà dans l'univers de la course automobile ici, un petit peu dans différentes séries ou différentes courses. Comment vous avez appris, comment vous avez connu Gilles Villeneuve? Comment c'est... Ben, j'ai jamais demandé directement la question à savoir si mes émissions dont je parlais tantôt l'avaient éveillé à la course automobile, mais je pense que oui. Et de toute façon, il était déjà rendu, quand j'ai commencé à pouvoir lui parler et à être familier avec lui, il était déjà rendu assez loin. Moi, je dis que Gilles Villeneuve, ça a toujours été le plus petit des grands pilotes. C'était un pilote, un acrobate du volant, un bonhomme extraordinaire. Et on a donc regretté, ça a donc été une journée triste quand on a appris son décès. Moi, j'ai eu des contacts avec lui qui étaient très précieux, dont je me souviens encore. Un de ces contacts-là, c'est que je lui avais demandé une interview lors d'une conférence de presse qui avait eu lieu au Château Champlain. Et Gilles m'avait dit « Attends-moi, je vais t'arranger ça juste après que c'est terminé. Il faut que je file vers un autre rendez-vous, mais suis-moi dans le passage, puis on va s'organiser. » Alors, il m'a fait sortir avec lui par les cuisines de l'hôtel de Château Champlain. Et là, en plein milieu des cuisines, on s'est arrêté, on a sorti la caméra, on a fait notre reportage avec lui, et puis il a pu y aller à son rendez-vous d'après. Mais j'avais trouvé ça très, très gentil de sa part. Et il a toujours été comme ça, il était simple. Et quand il savait qu'il s'adressait à quelqu'un qui avait déjà fait de la course, il était encore plus accessible. Parce que la plupart des journalistes qui n'ont jamais pratiqué ce sport demandent des questions, je ne veux pas les insulter, mais un peu insignifiantes de temps en autre. Comment ça a été ta course? Bien, alors que le gars s'est cassé la gueule ou il a perdu, c'est pas une question à poser. Alors, bien, lui, quand on lui posait des bonnes questions, il nous donnait vraiment du matériel très juteux et de bonnes réponses, de quoi faire des articles extraordinaires. Alors, j'ai beaucoup aimé cette façon-là. Et puis, en piste, je pense qu'on n'a pas à discuter un seul instant. Tous les pilotes disaient, il y a Gilles Villeneuve et il y a les autres. Et c'est là qu'il a prouvé justement sa valeur et l'admiration qu'il a reçue de tout le monde de la course. Moi, je n'ai jamais entendu une seule personne dire du mal de Villeneuve ou essayer de discréditer ses résultats. Alors, c'est vraiment... Et en plus, je vais mentionner une autre chose. Je sais que c'est un petit peu triste, mais ça vaut la peine d'être su, parce que je l'ai déjà écrit, mais peut-être que ce n'est pas une chose que tout le monde connaît. Quand j'ai été choisi pour faire l'émission spéciale sur ses funérailles, on est venu ici à Berthierville avec les caméras de Télémétropole et tout ça. Et après ça, je suis remonté à Montréal en voiture, tout seul, en réfléchissant un peu à tout ce qui s'était passé. Et il y avait un petit bonhomme qui était juché sur la rampe entre les deux sur l'autoroute. Il était monté sur la rampe et quand est arrivé le corbillard qui revenait à Montréal avec le corps de Gilles Villeneuve, il a levé sa calotte, il a levé sa casquette et il a salué le corbillard. Et ça m'avait vraiment touché au cœur de voir un petit bonhomme de 7-8 ans qui était grimpé sur le garde-fou et qui saluait son ami Gilles Villeneuve. C'est une image forte, c'est une image qui veut tout dire. Elle veut tout dire, du respect que les gens avaient des plus jeunes aux plus âgés pour Gilles Villeneuve. C'est quand même Gilles était quelqu'un qui s'est rendu au sommet de son art par son seul talent. C'est pas une question d'argent, au contraire, c'est vraiment son talent. D'ailleurs, on ne connaît pas beaucoup, si tu me passes la parole, de pilotes automobiles qui ont leur musée. Il y en a peut-être quelques-uns que je ne connais pas, mais je ne connais pas aucun autre pilote, à moins qu'on me prouve le contraire, qui a un musée comme celui-ci, extraordinaire et magnifique. Moi, tout à l'heure, je suis rentré ici, puis à chaque fois que j'y entre, d'ailleurs, je reviens dans mes jeunes années et la passion se rattache, me colle à la peau. Et vraiment, je suis tellement conquis par cette réussite que je veux t'en féliciter d'ailleurs parce Merci que tu tiens tu tiens le flambeau avec des revenus très modestes. Alors, les gens qui veulent aider le musée Gilles Villeneuve, gênez-vous pas. On a une soirée exprès pour ça avec des encans, des pièces, donc
c'est le soir pour nous aider. Je vais y aller avec le mot de la fin. Je voudrais vous remercier. C'était très agréable de vous reparler, mais on a eu un été extraordinaire avec l'exposition hommage qu'on vous a fait, les trophées, tout ça, les 2 voitures. La Porsche de Daytona a vraiment retenu l'attention, on le sait lorsqu'on Et ça, c'était la véritable voiture, c'est pas une Ouais. copie. Celle-ci est une copie qui nous a été prêtée par Chantal Nollet, qui est l'épouse d'un monsieur qui est décédé malheureusement l'an dernier et qui était venu me voir et qui voulait, comme cadeau de fin de vie, de faire 2 tours de piste à Mont-Tremblant avec moi, ce que j'ai accepté et ça a été un moment très touchant. Donc, c'était une belle aventure cet été. On vous remercie de nous avoir visités à quelques reprises à Berthierville. On espère que votre voyage au Japon se déroule très bien et que notre banquet aussi se déroule très bien. Ça sera toujours agréable de vous reparler. Merci. Dès qu'on pourra. Merci infiniment, Alain. Et messieurs, dames, sortez vos sous un petit peu, là. On a besoin d'argent pour garder ce beau musée en vie. Voilà. Merci, Monsieur Duval. Il est présentement 4 heures ou 16 heures. Ça fait donc 4 heures qu'on roule, toujours en direction de Concord, au Massachusetts, avec notre précieuse cargaison. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est sur la route aux États-Unis et le soleil est en train de disparaître derrière les nuages. On a quitté la belle température chez nous. Il fait un petit peu moins beau là, à la fin là, de l'état du Vermont où on est et qu'on quittera bientôt. On se reparle un petit peu plus tard. Le passage aux douanes à Phillipsburg s'est quand même bien déroulé. Ça a pris une bonne heure. Une trentaine de minutes à attendre dans la file d'attente pour finalement nous faire savoir qu'on n'était pas dans la bonne file. Et une autre trentaine de minutes là, pour vérifier notre précieuse cargaison. Donc la Porsche de course, celle avec laquelle Jacques Duval a remporté les 24 heures de Daytona en 1971. Donc c'est cette voiture qu'on retourne à son propriétaire qui demeure dans la région de Boston. Donc les douanes se sont quand même assez bien déroulées.
maintenant sur l'autoroute 91, toujours dans le Vermont, en direction du New Hampshire. On s'approche lentement mais sûrement de notre destination qui est au Massachusetts, Concord, tout près de Boston. Évidemment, toujours avec notre précieuse cargaison qui est cette Porsche de 1971 avec laquelle Jacques Duval a remporté les 24 heures de Daytona. On retourne la voiture à son propriétaire. Maintenant le Vermont, on est rendu au New Hampshire. Le soleil est revenu, évidemment c'est en fin d'après-midi. On parle évidemment de nuages et de soleil. Et il est 5h15, 17h15. Évidemment, dans une route de campagne, maintenant au New Hampshire, nous poursuivons vers notre destination finale, Concord, au Massachusetts, non loin de Boston. Présentement, 18h15, on vient de faire notre entrée dans le Massachusetts. Les couleurs sont magnifiques. Les arbres rouges sont nombreux. Rouge, jaune, vert, c'est de toute beauté. On poursuit notre route avec derrière nous la fameuse Porsche 914, celle de 1971, les 24 heures de Daytona. Une course que Jacques Duval a remportée avec ses coéquipiers, devenant ainsi le premier Canadien à gagner une course internationale. Donc, on poursuit notre périple jusqu'à notre point d'arrivée où l'on livrera la Porsche à son propriétaire, suite évidemment à l'exposition qui a duré tout l'été au musée Gilles Villeneuve et dont le thème était justement Jacques Duval, l'excellent pilote de course automobile bien connu chez nous. À plus tard. Parti jeudi le 1er octobre. On est maintenant le 2 octobre. On n'a pas d'image, malheureusement, du retour vraiment de la Porsche chez son propriétaire, puisqu'il faisait sombre lors de notre arrivée. Mais l'auto est maintenant dans le garage de son proprio. Elle est de retour dans la région de Boston et ça m'a fait une merveilleuse aventure. Un été avec les voitures, 2 voitures conduites par Jacques Duval, une exposition qui lui était consacrée au musée Gilles Villeneuve. On reprend maintenant le chemin de Berthierville depuis Boston. On va se dépêcher puisque je pense qu'on va... L'ouragan, il y a un ouragan là, qui approche des côtes est américaines. Donc, on va revenir le plus vite possible chez nous.
et poursuivre le travail au musée Gilles Villeneuve pour préparer la prochaine saison. Alain Bellimare, en reportage entre Berthier et Boston. Il est 9 h du matin, vendredi. On quitte la région de Boston en direction de Berthierville. On devrait arriver là, quelque part, au cours de l'après-midi.